Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 5 février. Contrôler Gaza et déplacer sa population, le président américain choque le monde une nouvelle fois aux côtés de Benyamin Netanyahou sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Les déclarations de Donald Trump largement critiquées sur la scène internationale, la communauté internationale s'oppose en bloc à tout déplacement des Palestiniens de Gaza et son éventuel contrôle par les États-Unis. Coopération militaire, le général d'armée Saïd Chingriha, ministre algérien délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, entame une visite officielle en Inde sur invitation du chef d'état-major de la Défense et secrétaire du département des affaires militaires de l'Inde. Et puis nouvelle escalade dans la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Les États-Unis relèvent leurs droits de douane sur les technologies chinoises. La Chine riposte avec des restrictions sur des matériaux stratégiques. Une tension qui menace l'équilibre économique mondial. Bonsoir à tous. En plein cessez-le-feu à Gaza, un Palestinien est tombé en martyr ce mercredi sous les balles des forces de l'occupation sioniste à l'est de la ville de Khan Younes, au sud de l'enclave palestinienne. Il s'agit de Adi Adel El-Dabari. Et je vous le disais en titre, le futur de la bande de Gaza serait américain. Selon Donald Trump, le nouveau locataire de la Maison-Blanche, a choqué le monde une fois de plus et en exprimant son intention de contrôler l'enclave palestinienne tout en renouvelant sa proposition à des pays comme l'Égypte et la Jordanie d'accueillir les Palestiniens de Gaza. Des propos tenus aux côtés de Benyamin Netanyahou sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Safouane Ben Sabri. Donald Trump veut prendre le contrôle de Gaza. Tels sont les propos tenus par le tout nouveau président américain. Une sortie qui n'a pas manqué de défrayer la chronique. Lors d'une rencontre avec le premier ministre de l'entité sioniste, Donald Trump a proposé de déplacer la population gazaoui. Une idée que Netanyahou ne pouvait qu'acquiescer. Je vois une prise de contrôle à long terme. Je vois ça comme apporter une grande stabilité à cette partie du Moyen-Orient et peut-être à tout le Moyen-Orient. Tout le monde à qui j'ai parlé aime l'idée que les États-Unis prennent le contrôle de ce territoire, le développement et créer des milliers d'emplois pour en faire quelque chose qui sera magnifique. Le gouvernement Netanyahou avait déjà proposé à l'administration Biden de déplacer les Gazaouis vers l'Égypte et la Jordanie, ajoutant que ces deux pays étaient d'accord avant que le Caire et Amman n'affirment le contraire. La sortie de Donald Trump témoigne d'un alignement quasi systématique sur les positions de l'extrême droite sioniste, le déplacement de l'ambassade américaine à El-Quds, la reconnaissance de l'annexion du plateau du Golan syrien par l'armée sioniste, et désormais le nettoyage ethnique d'une population au profit d'une autre, une vision prônée depuis des années par l'entité sioniste. Pour l'écrasante majorité des dirigeants du monde, la sortie de Donald Trump est surréaliste, y compris au sein du camp occidental qui n'est pas prêt à assumer une telle violation du droit international. Et les habitants de Gaza ont exprimé leur point de vue après la proposition du président américain Donald Trump de prendre le contrôle de la bande de Gaza. Les Gazaouis affirment n'avoir que l'option de vivre ou mourir ici et soulignent qu'ils préféreraient vivre sur les décombres de leurs maisons détruites. Je suis gazaoui. Mon père et mon grand-père sont originaires d'ici. Nous sommes de vrais Gazaouis. Ils peuvent donc faire ce qu'ils veulent, mais nous resterons fermement attachés à notre patrie. Nous ne partirons pas d'ici. Nous n'avons qu'une seule option, vivre ou mourir ici.
Nous luttons contre les déplacements depuis 1948. Nous refusons donc cela, car nous luttons contre les déplacements depuis plus de 76 ans. Et l'on peut dire que nous approchons des 100 ans de conflit. Nous refusons d'être déplacés et expulsés de notre terre. C'est notre terre. Nous sommes revenus malgré les destructions massives et le manque d'infrastructures, d'eau et de produits de première nécessité. Nous sommes revenus parce que nous rejetons catégoriquement les déplacements. Nous ne partirons pas, quoi qu'il arrive. Vous voyez, ma maison a été détruite, mais je peux dormir sur les décombres. Nous ne partirons pas, même s'ils nous privent des produits de première nécessité. Nous resterons sur notre terre, la terre de nos grands-parents. Et le président palestinien Mahmoud Abbas ainsi que de nombreux dirigeants palestiniens ont exprimé le rejet des appels à s'emparer donc de la bande de Gaza et à déplacer les Palestiniens hors de leur patrie. Pour Mahmoud Abbas, ces appels constituent donc une grave violation du droit international, soulignant que la paix et la stabilité ne seraient pas atteintes dans la région sans la création d'un État palestinien. Et pour sa part, le représentant permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a affirmé que les dirigeants du monde entier devraient respecter les souhaits des Palestiniens de reconstruire Gaza et d'y vivre. Les détails avec Esma Leïd. Les dirigeants du monde devraient respecter les souhaits des Palestiniens qui adorent vivre à Gaza, a déclaré mardi le représentant permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, après des propos de Donald Trump qui prétend que les habitants du territoire dévasté adoreraient le quitter. Our country and our home is the Gaza Strip. Notre pays et notre maison, c'est la bande de Gaza. Elle fait partie de la Palestine. Nous n'avons pas de maison. Pour ceux qui veulent les envoyer dans un endroit heureux et agréable, qu'ils retournent dans leur foyer d'origine à l'intérieur d'Israël. Il y a des endroits agréables là-bas et ils seront heureux d'y retourner. Même avec les destructions infligées dans le nord de Gaza, les Palestiniens ont choisi d'y retourner, a souligné le diplomate palestinien, évoquant les centaines de milliers de personnes ayant fait à pied le trajet du sud vers le nord après l'entrée en vigueur le 19 janvier du cessez-le-feu entre le Hamas et l'entité sioniste. Mais en attendant, notre patrie reste notre patrie. Le peuple palestinien est intéressé par l'avenir de toute la patrie. Le peuple palestinien a choisi de retourner dans l'enclave de Gaza. En 2 jours, en quelques heures, 400 000 Palestiniens sont retournés à pied dans la partie nord de la bande de Gaza. Je pense que nous devrions respecter les choix et les souhaits du peuple palestinien. L'Égypte et la Jordanie ont donné une réponse claire et la réponse est un rejet d'un déplacement du peuple palestinien de la bande de Gaza, a souligné Riyad Mansour. L'Égypte a donné une réponse claire. La Jordanie a donné une réponse claire. Et la réponse est un rejet d'un déplacement du peuple palestinien de la bande de Gaza. Par ailleurs, les 6 ministres d'Arabie Saoudite, d'Égypte, de Jordanie, du Qatar, des Émirats Arabes Unis et de Palestine ont publié il y a 2 jours une déclaration dans laquelle ils refusent et rejettent toute idée de déplacement des Palestiniens en dehors de la bande de Gaza. Le but de l'entité sioniste est très clair, la déportation de la population de Gaza et l'empêchement définitif du retour des Palestiniens à leur terre. Et le chef de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés a qualifié de très surprenant le projet d'occupation de la bande de Gaza et de déplacement de sa population annoncé par Donald Trump. Pour le haut responsable onusien, la situation actuelle n'est pas claire après les propos extraordinaires du président américain. Oui, quand même, c'est quelque chose de très surprenant. Mais comme je dis, il faut voir en concret qu'est-ce que ça signifie. Je pense que ce n'est pas clair et c'est seulement sur la base de cela qu'on pourra faire des commentaires. Mais ce que j'ai vu ces dernières 48 heures, une accélération du processus de discussion avec les autorités du département d'État pour qu'on puisse débloquer. Et je vois de leur côté aussi une bonne volonté d'essayer d'accélérer ce processus pour qu'on puisse débloquer l'aide et repartir là où on a dû attendre à cause de cette incertitude. C'est quand même le droit de toute
toute nouvelle administration d'examiner ses finances et la manière dont l'aide extérieure est gérée. Effectivement, ça a été plutôt radical, la manière dont ça a été fait, comme dans d'autres domaines, par cette administration, mais c'est aussi vrai qu'on est déjà en dialogue pour continuer. Et le chef de la diplomatie britannique, David Lammy, a affirmé que les Palestiniens doivent pouvoir vivre et prospérer dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, en réponse aux propos du président Donald Trump sur une potentielle prise de contrôle américaine. Nous avons toujours été clairement convaincus que nous devions chercher à créer 2 États. Nous devons faire en sorte que les Palestiniens puissent vivre et prospérer sur leur terre à Gaza et en Cisjordanie. C'est ce à quoi nous voulons arriver, c'est pourquoi c'est important. Et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a affirmé que les appels à déplacer les Palestiniens hors de Gaza étaient contraires au droit international, précisant que tout transfert forcé ou déportation de population des territoires occupés était strictement interdit. La Chine, pour sa part, s'est opposée au déplacement forcé des Palestiniens de la bande de Gaza après l'annonce du président Donald Trump concernant une prise de contrôle américaine du territoire. La Chine a toujours soutenu le fait qu'une gouvernance palestinienne sur les Palestiniens était le principe de base de la gouvernance d'après-guerre de Gaza, et nous sommes opposés au transfert forcé des habitants de Gaza. Nous espérons que les parties concernées profiteront du cessez-le-feu et de la gouvernance d'après-guerre de Gaza pour promouvoir le retour de la question de la Palestine sur la bonne voie d'un règlement politique fondé sur la solution des 2 États, de manière à instaurer une paix durable au Moyen-Orient. Et pour la porte-parole du gouvernement français, Sophie Primas, les déclarations de Donald Trump concernant la bande de Gaza sont dangereuses pour la stabilité et pour le processus de paix. Je veux réitérer ici le fait que la France est opposée pleinement au déplacement des populations. C'est un sujet de déséquilibre dans le Moyen-Orient, évidemment, qui est contraire à la solution à 2 États que nous prônons depuis des années. Je rajouterai que les déclarations sont probablement dangereuses pour la stabilité et pour le processus de paix qui est enclenché. Nous avons encore des otages, nous avons possible déstabilisation de ce territoire qui est à feu et à sang depuis trop d'années. Et par conséquent, nous en tenons à notre politique qui n'est pas de déplacement des populations, la recherche d'un cessez-le-feu temporaire vers un processus de paix et une solution à 2 États. Et dans ce cadre également, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a qualifié d'incompréhensible la proposition de son homologue américain Donald Trump de prendre le contrôle de la bande de Gaza, estimant que ce sont les Palestiniens qui doivent veiller sur leur territoire. Ceux qui doivent veiller sur Gaza, ce sont les Palestiniens, qui ont besoin d'une réparation pour tout ce qui a été détruit, afin qu'ils puissent reconstruire leurs maisons, leurs hôpitaux, leurs écoles et vivre dans la dignité. Nous allons évoquer avec plus de détails ce dossier avec notre invité du soir tout de suite. Nous retrouvons peut-être tout à l'heure nos invités, direction tout de suite donc l'édition africaine que nous entamons par cet appel téléphonique. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce mercredi un appel téléphonique du ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan. L'entretien a permis aux 2 parties d'évoquer le partenariat algéro-turc en prévision de la tenue de la 3e session de la commission mixte de planification. Les 2 ministres ont également discuté des développements de la situation au Moyen-Orient et des efforts déployés pour consolider l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre algérien délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé ce mercredi une visite officielle en Inde sur invitation du chef d'état-major et de la Défense et secrétaire du département des affaires militaires de l'Inde. Lors de cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et l'armée indienne, les deux parties examineront notamment les questions d'intérêt commun. Dans l'actualité africaine également, les agences de renseignement d'Éthiopie et du Kenya ont lancé une opération militaire conjointe afin de démanteler un groupe terroriste activant le long de leurs frontières communes. L'opération vise à contrer les activités liées au terrorisme, à la contrebande et au trafic d'êtres humains et d'armes. Prier pour la paix en République démocratique du Congo. Des femmes de différentes confessions religieuses ont organisé une prière œcuménique à Bukavu, dans le sud Kivu, en faveur de la paix dans l'est de la RDC. Les femmes sont violées, donc nous sommes fatigués. Donnez-nous la paix s'il vous plaît. Nous sommes fatigués. La raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes venus demander à notre Dieu, qui est la force suprême, de toucher les cœurs de tous les belligérants afin qu'on puisse mettre fin à la guerre. Nous prions pour toutes les victimes qui sont décédées dans le nord Kivu, dans le sud Kivu. Nous prions pour les personnes déplacées. Nous félicitons tous ceux qui s'associent à nous pour lutter contre cette occupation de notre pays, pour résister. Et nous sommes très contents que le sud Kivu a toujours résisté. Le sud Kivu résistera grâce à l'appui que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous apporte avec tout le gouvernement, grâce à sa détermination, mais aussi grâce à l'appui de nos compatriotes qui vivent partout dans la diaspora, à Kinshasa et ailleurs. Des milliers de familles ont fui leur foyer dans l'état du Darfour Nord en raison des combats dans cette partie de l'ouest du Soudan, selon l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, qui a précisé que les 30 et 31 janvier, environ 3700 ménages ont été déplacés de différents villages de la localité d'El Fasher. Allez, en France à présent, et après son recours à l'article 49.3 sur les budgets de l'État et de la sécurité sociale, le Premier ministre français François Bayrou affronte ce mercredi 2 nouvelles motions de censure destinées à échouer, faute de voix de socialistes et du Rassemblement national. Cela intervient alors que la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, évoque des accords sur un budget pour la première fois. Il ne faut pas penser qu'une motion de censure est une formalité. C'est toujours un acte politique extrêmement important qu'il faut prendre au sérieux, justement dans la stratégie qui est celle du Premier ministre, je le rappelle, d'écoute, de dialogue et de responsabilité. Donc on est dans l'écoute et on écoutera avec attention les arguments des uns et des autres. Accord historique également parce que pour la première fois, des sensibilités politiques différentes qui peuvent s'affronter dans leur convictions parfois se sont accordées sur un budget. C'est un signe qui est un signal très très fort, celui que le dialogue est possible et cela donne des perspectives après des mois d'incertitude. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Il fallait agir vite. Un pays comme le nôtre ne peut pas rester sans budget et c'est la raison pour laquelle la responsabilité du gouvernement a été engagée dès ce lundi par le Premier ministre. Dans l'actualité aussi, la police de Bruxelles recherchait ce mercredi au moins 2 hommes suspectés d'avoir tiré à l'arme de guerre aux abords d'une station de métro de la capitale belge avant de s'enfuir dans les souterrains. L'incident s'est produit vers 6 h heure locale dans le quartier de la Gare du Midi.
La Belgique, où quelques milliers d'ouvriers de toute l'Europe se sont rassemblés ce mercredi à Bruxelles, près de la Commission européenne, pour réclamer des garanties sur l'avenir de l'industrie et de leurs emplois. Si l'Europe ne reprend pas la main sur l'économie, qu'elle ne stoppe pas cet élan libéral qui est en train de nous projeter vers quelque chose qui n'ira pas du tout, qui n'est pas du tout bon pour les peuples, ça n'ira pas. Donc il serait temps que les moyens soient mis là où ils vont rester en Europe et où ils vont permettre à des Européens de travailler et de gagner leur vie dignement. Et l'auteur de la fusillade qui a fait 10 morts hier dans un centre d'enseignement pour adultes à Örerbo, dans le centre de la Suède, s'est très probablement suicidé. C'est ce qu'a annoncé notamment la police au lendemain des faits. Et je vous en parlais en titre, nouvelle escalade dans la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Les États-Unis relèvent leurs droits de douane sur les technologies chinoises, tandis que la Chine riposte avec des restrictions sur des matériaux stratégiques. Une tension qui menace l'équilibre mondial. Mohamed Ouali Belchaban. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine connaissent une nouvelle escalade. Washington a décidé d'imposer 10% de droits de douane supplémentaires sur toutes les exportations chinoises, une mesure qui pourrait fragiliser davantage les échanges commerciaux entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales. En réponse, la Chine prévoit d'imposer à partir du 10 février des droits de douane de 15% sur les importations de charbon et de GNL américains. La Chine exprime son profond mécontentement et est résolument opposée à ces mesures. Les mesures prises par la Chine sont nécessaires pour sauvegarder ses droits et intérêts légitimes. Il n'y a pas de gagnant dans une guerre commerciale ou tarifaire. La Chine exhorte les États-Unis à corriger leurs erreurs et à résoudre leurs problèmes respectifs par le biais de consultations égales afin de promouvoir un développement stable, sain et durable des relations entre la Chine et les États-Unis. Pékin, qui s'oppose à la hausse des droits de douane américains sur ses produits, a appelé Washington au dialogue fondé sur le respect mutuel. La Chine a pris note des rapports en la matière. Les deux chefs d'État se sont entretenus au téléphone le 17 janvier. La Chine a déjà fait part de sa position de principe. Les deux parties se sont également engagées dans une coopération mutuellement bénéfique et sont parvenus à un consensus de principe. Ce dont nous avons besoin maintenant, ce n'est pas d'une augmentation unilatérale des droits de douane, mais d'un dialogue et de discussions fondées sur le respect mutuel. Les tensions entre les deux superpuissances ne cessent de s'aggraver et le secteur technologique est devenu l'un des principaux champs de bataille. Les États-Unis accusent la Chine de menacer leur sécurité nationale en utilisant, d'après Washington, des entreprises comme Huawei et TikTok pour, je cite, collecter des données sensibles. Washington a imposé des sanctions sévères contre les géants chinois de la tech et a interdit l'accès de la Chine aux puces électroniques avancées, essentiel au développement de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies. Dans l'actualité également, un avion de l'armée de l'air américaine transportant plus d'une centaine de migrants indiens sans papier expulsés par les États-Unis a atterri ce mercredi dans le nord de l'Inde. Selon des médias indiens, il transportait 104 migrants, mais ni New Delhi ni Washington n'ont commenté ces expulsions. Les députés de la Chambre basse de la Chambre des représentants des Philippines ont voté ce mercredi la destitution de la vice-présidente Sara Duterte, sur laquelle le Sénat devra encore se prononcer sur fond de bataille entre deux dynasties rivales au pouvoir. Nous voulons que Sara Duterte rende des comptes pour ses actes. Tout à l'heure, nous avons appris que Sara Duterte avait été officiellement destituée. Et nous, les jeunes, sommes heureux que le peuple philippin lui demande maintenant de rendre compte de ses actes de corruption. Nous demandons au Sénat de poursuivre le processus, de continuer à demander des comptes à Sara Duterte pour les crimes qu'elle a commis contre le peuple.
Et le Pakistan, seul pays avec son voisin afghan où la polio est endémique, a lancé cette semaine sa nouvelle campagne annuelle de vaccination après un pic d'infection en 2024 avec 73 cas contre 6 l'année précédente. Sur les flancs des montagnes escarpées du Cachemire pakistanais, des vaccinateurs bravent la neige pour combattre cette maladie. Il y a plus ou moins 1 mètre de neige dans notre région. Nous avons reçu un objectif de 1692 enfants. Si Dieu le veut, nous espérons atteindre cet objectif et soumettre le rapport au département de la santé dans les 3 jours. Je travaille ici depuis 2018 en tant qu'assistante sociale. Nous ne recevons pas de salaire mensuel. Nous venons ici pour rejoindre les équipes de lutte contre la polio lorsqu'elles arrivent. C'est la région de Bakwali où, comme vous l'avez peut-être entendu, il y a plusieurs glaciers. C'est l'une des régions les plus difficiles où travailler. En dépit des chutes de neige, des dangers et des risques pour nos vies, nous venons ici pour administrer des gouttes de polio aux enfants, laissant nos propres enfants à la maison. Voilà, nous vous en parlions au début de ce journal. Le président américain Donald Trump a choqué le monde entier avec des propos concernant la bande de Gaza, son contrôle éventuel et le déplacement de sa population. Nous allons en parler tout de suite avec nos invités. Et nous avons le plaisir d'accueillir Manuel Pouchelet, expert en questions internationales et militaires, ainsi que Badis Khanissa, expert en questions géopolitiques. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur, merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors tout d'abord, Manuel Pouchelet, les déclarations de Donald Trump sur Gaza constituent-elles une violation flagrante du droit international ? Pour parler de violation de droit international, non, mais en revanche, c'est une réaction qui surprend le monde. Mais vous savez, comme on dit, commander, c'est surprendre. Et Donald Trump, de toute façon, est en pleine contradiction parce que je vous ferai remarquer que le dernier mandat, il avait dit qu'il souhaitait retirer les États-Unis du Moyen-Orient, que ce soit sur la zone irakienne, bien entendu, mais aussi le voilà qu'il s'immisce, on va dire, dans les affaires du Proche-Orient avec Israël et la Palestine, avec des solutions qui sont complètement inadaptées. D'ailleurs, il est même à l'origine des accords d'Abraham qui ont même on va dire, divisé les pays du Moyen-Orient. Je pense notamment aux Émirats arabes unis, et puis aussi les relations avec les autres partenaires de la région. Je pense que de toute façon, toutes les solutions de paix, toutes les solutions, on va dire, pour régler ce conflit entre Israël et les Palestiniens appartiennent aux Israéliens et aux Palestiniens en tout cas. Très bien, Badis Khanissa, comment interpréter les propos de Donald Trump dans cette conjoncture particulière ? Et on peut considérer ça dans le contexte, effectivement, et le paysage bouleversé notamment géopolitique du monde comme une bombe géopolitique. C'est une dystopie diplomatique, c'est aussi une tragicomédie chimérique. Évidemment, je dirais, Trump est un peu fidèle à son personnage, ce président atypique, ce président qui réfléchit à voix haute, ce président aussi showman, puisqu'il est dans le show américain aujourd'hui, à travers cette déclaration non seulement incompréhensible, mais surtout aussi qui caractérise un facteur très dangereux, qui est celui justement de l'appel à l'instabilité. On pourra en parler éventuellement comme conséquence subsidiaire. Mais, encore une fois, c'est aussi une déclaration, au-delà qu'elle soit lunaire, qu'elle soit irréaliste, qu'elle soit aussi en violation du droit international. C'est un appel aussi à l'épuration ethnique, à la déportation, effectivement, dans un cadre effectivement qui ne s'y prête pas, à savoir que c'est jeter de l'huile sur le feu. Mais permettez-moi de dire aussi, c'est une déclaration plutôt c'est le rêve des sionistes notamment et la tragédie des Palestiniens. C'est aussi, comme je disais, contre-productif, et ça a été évoqué effectivement, on pourra en parler aussi, puisque au-delà de faire valoir les droits et les attentes, notamment et les aspirations du gouvernement extrémiste sioniste, et aussi, je dirais, jeter un peu la région dans l'instabilité aussi, mais surtout dans l'inconnu. Badis Khanissa, le déplacement forcé de population est-il assimilable à un crime de guerre selon les conventions internationales ? Et il me semble pertinent de revenir d'abord sur les
je dirais, réaction du monde, notamment toute confession confondue, toute religion, mais surtout tout pays confondu, y compris l'Occident. Donc c'est une déclaration critiquée, c'est une déclaration controversée, c'est une déclaration rejetée sur le fond et sur la forme notamment, et ce qui explique aussi pourquoi la gravité, la dangerosité de cette déclaration, qui vient encore une fois comme une espèce de cheveu dans la soupe, lunaire, comme un ovni, pour atterrir dans cette équation déjà aussi complexe et aussi dangereuse, encore une fois. Mais certains diront qu'effectivement, au-delà de un caractère effectivement de criminalisant, puisque encore une fois on appelle à déporter des gens, même si Donald Trump peut-être dans son background de businessman considère effectivement aujourd'hui la Gaza comme un projet balnéaire, comme une Riviera du Moyen-Orient, il n'en demeure pas moins que les Gazaouis ont payé un lourd tribut et ils continuent à payer un lourd tribut et ils sont peut-être prêts à vivre encore une nouvelle Nakba avec cette déclaration irresponsable. Mais encore une fois, il suffit de voir que tout le monde est vent debout pour justement contester, condamner cette prise de position, encore une fois, qui vient dans un élan peut-être où le président Trump essaye de placer le curseur très haut pour effectivement atteindre ce qu'on appelle le principe de la transaction, notamment pour faire bouger les lignes, pour avoir notamment des concessions. Et puisqu'on parle de condamnation, Manuel Pouchelet, je reviens à vous. Quel cadre juridique international pourrait être invoqué aujourd'hui pour condamner une telle proposition ? Vous avez les recours traditionnels avec des protestations notamment qui seront faites au niveau du Conseil de sécurité, mais si vous voulez, les pays de la région, pour se faire entendre au niveau du Conseil de sécurité, sont obligés de passer par les 5 membres permanents. On espère qu'il y aura une initiative, on va dire, je pense notamment avec la présidence de l'Algérie, si vous voulez, aux commandes, en passant par ce canal qui est un canal fiable et qui est une puissance régionale aussi en devenir et qui consolide, on va dire, son système de diplomatie sur la région. Maintenant, vous savez, les Américains sont imprévisibles et notamment Donald Trump, il dit tout et son contraire depuis le début, mais il faut aussi se méfier d'une chose, c'est qu'actuellement, vous avez la visite de M. Netanyahou à Washington. Donc forcément, il y a peut-être le coût de la médiatisation, parce que M. Trump est aussi quelqu'un qui est un bon communicant et sait pertinemment qu'avec ce genre de déclaration, on va dire, il va aussi faire bouger les lignes, il va aussi faire vendre du papier. Maintenant, en ce qui concerne l'aspect juridique, je pense que les instances internationales, pour l'instant, viennent d'être surprises et préparent leurs réponses. Vous savez, en diplomatie, on ne confond jamais vitesse et précipitation, mais en même temps, vous êtes obligé aussi de prendre en compte, on va dire, cette nouvelle approche, parce que sous le territoire de Gaza, il y a une chose que l'on ne dit pas suffisamment, c'est qu'il y a de l'eau, et l'eau est nécessaire aux Israéliens pour leur culture et aussi leur système, on va dire, de vie au quotidien. D'ailleurs, on avait même vu certaines lignes d'eau oléoducs qui avaient été tirées depuis le sud Liban, puisque le Liban est aussi un château d'eau. Je pense que la présence américaine est déjà pour, on va dire, mettre un terme aussi, à l'influence iranienne. Priver une population de ses ressources n'est-il pas également un crime ? C'est un crime, c'est un crime. L'histoire le démontre. Vous savez, regardez les déplacements des populations pendant la guerre de 1939-1945. Plus récemment, regardez les populations à qui on demande de quitter leur territoire. Je pense notamment à la Syrie. Donc, le Moyen-Orient regorge, on va dire, d'exemples. C'est une situation inacceptable. Ce sont ni plus ni moins que des pratiques antiques, on va dire, du droit de la guerre qui aujourd'hui, malheureusement, en 2025, semble une fois de plus s'annoncer à un ordre du jour de relations internationales qui sont particulièrement tendues. Très bien. Badis Renissa, la communauté internationale, pensez-vous qu'elle peut rester passive à un projet de déplacement massif des Palestiniens ? Il me semble que c'est évident que la communauté internationale va réagir et a déjà réagi, notamment individuellement, mais aussi à travers le Conseil de sécurité, qui ne peut pas rester impassible, notamment à travers une déclaration aussi grotesque, mais aussi, je dirais, un affront par rapport au droit international et un affront aussi par rapport au travail de fond qui est censé faire le Conseil de sécurité, à savoir garantir notamment l'éthique, garantir la morale et l'ordre dans le monde. Donc, cela va de soi que je pense qu'il y aura une cascade de condamnation, de réaction, mais au-delà de la réaction, il faut agir aussi. Mais je pense que le temps nous le dira, effectivement, puisque c'est une déclaration à se demander, puisque Donald Trump nous a habitués à ce type de déclaration notamment, qui verra en tout cas sa véracité ou sa faisabilité dans les jours à venir à travers peut-être d'autres actions. Mais
il me semble encore une fois qu'il est purement dans une espèce de déclaration, je dirais, en pensant à voix haute. Et d'ailleurs, cette idée n'est pas nouvelle, puisqu'elle lui a été insufflée lors de son premier mandat par son gendre Kouchner, qui est d'origine juive, je rappelle au passage. Et ça a été évoqué d'ailleurs par votre invité, effectivement, l'or bleu et la potentialité de l'or bleu. Je rappelle aussi qu'il y a l'or noir, puisque la côte gazaoui est réputée pour avoir des réserves notamment gazières, notamment avec Gaza Marine comme société étatique, versus juste à côté le gisement de Tamar et du Léviathan, qui sont les plus importants, qui sont spoliés notamment aux terres gazaouis. Donc il y a beaucoup de facteurs géopolitiques, énergétiques aussi, notamment, qui jouent et qui penchent dans la balance. Ceci étant, si vous me permettez, il me semble, quand je dis contre-productif, c'est aussi en opposition avec ne serait-ce que la doctrine elle-même de Donald Trump, lui qui se targuait lors du premier mandat, mais y compris lors de sa campagne électorale, d'être un pacifiste, d'être quelqu'un qui résolve les problématiques sans pour autant aller dans le va-t-en-guerre. Or, aujourd'hui, il s'avère que c'est un appel aussi à la violence et à la guerre et à l'escalade, puisque les Gazaouis ne laisseront jamais piétiner ou prendre le contrôle de leur pays par un autre pays tiers, y compris les États-Unis. Et d'ailleurs, dans les faits, techniquement parlant, militairement parlant, il se doit d'aller devenir sur le terrain, notamment quand on sait que depuis plus de 18 mois, l'armée sioniste n'a pas pu justement gagner une simple victoire, à part bien évidemment exterminer et perpétrer son génocide aveugle. Donc il y a cette autre contradiction, si vous me permettez, c'est aussi torpiller par lui-même, se tirer une balle dans le pied, à savoir son projet de normalisation de l'Arabie Saoudite avec l'entité sioniste. Donc vous comprendrez que ça va dans l'autre sens, dans le sens opposé aujourd'hui. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite qui n'a pas hésité à réagir très rapidement sur la déclaration lunaire de Donald Trump et de ne pas prendre part notamment dans ce type de projet qui soit de déportation ou même de financement. Oui. Alors messieurs, vous avez évoqué les éventuelles motivations derrière ce plan proposé par Donald Trump en compagnie du criminel de guerre sous le coup d'un mandat d'arrêt international, en l'occurrence Benjamin Netanyahou. Intéressons-nous à ce que pensent les habitants de la bande de Gaza, les principaux concernés. Donc on l'a vu au début de ce journal, ils refusent catégoriquement de quitter leur terre qui est la bande de Gaza. Ils préfèrent plutôt vivre sur les décombres, il en dit, sur les décombres de leurs maisons détruites par les engins des forces de l'occupation sioniste. Quelles seraient donc les conséquences, Manuel Pouchelet, d'un tel plan sur la légitimité du droit des Palestiniens à l'autodétermination? Manuel Pouchelet. Si vous voulez, elle est forcément conséquente et elle existe depuis de nombreuses années. Maintenant, je pense qu'aussi les Palestiniens doivent peut-être se choisir un nouveau leader charismatique, tout comme l'étaient certains prédécesseurs de l'administration ou l'autorité palestinienne, pour justement mieux préparer l'avenir. Malheureusement, moi, ce qui me fait peur dans cette région, c'est que, vous savez, la cause palestinienne a toujours divisé. Et puis en même temps, votre invité a rappelé qu'il y a l'enjeu des ressources naturelles. D'ailleurs, même au Liban, vous avez ces ressources naturelles où il y a eu un affrontement avec Israël sur le plan diplomatique, où encore une fois, ce sont les Américains qui se sont immiscés dans la région. Pourquoi? Parce que les Américains veulent faire main basse sur ces réserves de pétrole. Pourquoi? Parce qu'en même temps, cela permettrait aussi à l'Iran, et ça on oublie de le citer, d'avoir des revenus, notamment en dollars, puisque l'Iran est aussi sous embargo. Malheureusement, cette cause palestinienne va refaire surface en 2025 avec une crise aiguë, puisque cette population ne se soumettra jamais. Elle a toujours combattu, elle a toujours résisté. Vous l'avez mentionné dans vos débats avec l'entité sioniste, mais aussi avec d'autres partenaires, puisque les Palestiniens sont aussi réfugiés, je vous le rappelle, dans les pays limitrophes. Je pense à la Jordanie, je pense au Liban, je pense même à la Syrie, où aujourd'hui cette population, même en Égypte, ne peut plus subir ces menaces et puis cette rétrogradation. Il faut que l'on trouve une solution rapidement. Je ne crois pas, moi personnellement, qui aussi habite la région, notamment au Liban, à Beyrouth pour être plus précis, je ne crois pas possible, si vous voulez, que les Américains puissent traiter ce problème. Maintenant, ce qui sera intéressant d'observer, ce seront les voyages dans les capitales régionales de Marco Rubio, qui est le nouveau secrétaire d'État. Et croyez-moi que s'il fait un faux pas, il risquerait de carrément faire capoter, voire
pouvoir annuler ce fameux plan tonitruant. Mais vous savez, là on est dans le commentaire aussi à chaud, si je puis me permettre, de ces déclarations de Donald Trump qui surprennent bien entendu, mais vous avez remarqué que les capitales arabes réfléchissent toujours avant de se prononcer, avec sagesse et également avec un verbatim diplomatique qui, je pense, va être pris en compte. Mais je ne crois pas que Washington soit aussi réceptif à ce message, puisque depuis peu de temps, vous savez que le nouveau Moyen-Orient se réarticule, notamment avec la chute de Bachar el-Assad en Syrie, et vous devez prendre en compte aussi un autre acteur, qui sont la Syrie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, et n'oublions pas, il y a aussi un autre acteur qui à distance tire un peu les ficelles, ou tente de tirer les ficelles, qui est aussi la Turquie. De toute façon, il y aura une réponse de la région, elle sera ferme, pour le soutien, je l'espère, aux Palestiniens, mais vous savez, cette question des Palestiniens divise aussi au Moyen-Orient, et c'est bien là qu'est l'enjeu en fait. Très bien, Badis Khanissa, Manuel Pouchelet, on vient de l'entendre, a évoqué notamment que derrière cela se cachait également une volonté de changer le pouvoir à Gaza, en l'occurrence le Hamas, entre autres factions palestiniennes. Or, on l'a vu, Badis Khanissa, le Hamas jouit d'un soutien populaire incontestable. Pourquoi donc céder face à ce caprice de l'entité sioniste aujourd'hui ? Je pense qu'il faut revenir un peu à la genèse, c'est-à-dire que l'arrivée de Donald Trump et au moment de son élection, même avant même son investiture, a exercé des pressions sur Netanyahou pour faire aboutir ce cessez-le-feu. Donc il fallait s'y attendre, j'ai envie de vous dire, de contrepartie américaine par rapport à ce cessez-le-feu, d'ailleurs que, je rappelle, n'a accédé que la première partie. Donc en plein milieu je dirais, du point de départ de la deuxième partie, il y a cette bombe géopolitique qui intervient. Mais encore une fois, rien n'est fait au hasard, rien n'est dû au hasard. Ce que j'ai qualifié de scénario du pire vient aussi pour enterrer définitivement la solution aux deux États, à laquelle Donald Trump n'a jamais cru. D'ailleurs, Donald Trump, au lendemain de son investiture et sa prise de pouvoir, a tout de suite levé des sanctions sur les colons et leur violence. Il a aussi symboliquement levé les restrictions militaires, notamment sur l'armement et par rapport aux bombes à plus de 1000 kilos. Donc il s'inscrit véritablement dans le cap qu'il avait décrit lors de sa campagne électorale, à savoir être le meilleur, si ce n'est pour pas dire le seul partenaire historique notamment de l'entité sioniste dans sa quête, puisque lui aussi il est animé par une idéologie, je dirais, messianique, à savoir aider à faire valoir les droits, la sécurité, mais surtout aussi l'expansionnisme d'Israël, lui qui rappelle à chaque fois que c'est un petit État au plein milieu de plusieurs États. Donc je dirais c'est dogmatique. Après, je reviens sur effectivement l'idéologie et l'état d'esprit notamment des Gazaouis, des Palestiniens en général. C'est une terre ancestrale, c'est une terre sanctuarisée, c'est une terre pour laquelle les Palestiniens continuent à verser du sang justement à aller vers le sacrifice ultime qui est le martyr pour justement pouvoir la défendre. Donc je crains qu'aujourd'hui, peut-être il y a une maladresse notamment, mais une incompréhension surtout sur l'aspect idéologique et l'état d'esprit des Gazaouis qui défendront coûte que coûte jusqu'au dernier souffle leur terre sacrée. Est-ce qu'aujourd'hui, on offrirait donc Gaza à l'entité sioniste, comme on a offert des territoires palestiniens en Cisjordanie à l'entité sioniste en 1948 ? Badis Khanissa. En tout cas, c'est le contrôle de fond en filigrane, c'est ce que souhaiterait Donald Trump, puisqu'il reste évasif, notamment sur la prise de contrôle de Gaza, où il considère qu'effectivement c'est les États-Unis qui reprendra le contrôle, mais on sait pertinemment, et d'ailleurs ça a été dans la feuille de route du plan du Grand Israël, donc indexé, annexé, c'était le mot d'ordre de Benjamin Netanyahou, forcé et parfois même, je dirais, en accointance avec son gouvernement d'extrême droite, sioniste. Et je rappelle à ce propos que, y compris Netanyahou, malgré son projet machiavélique, malgré sa violence singulière, il est aussi otage de son gouvernement qui d'ailleurs le menace de dissolution si toutefois il devrait passer à l'étape 2 du cessez-le-feu, mais surtout aussi de concéder ou de faire des compromissions avec notamment les négociations avec le Hamas. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement c'est une équation assez complexe. Comme je disais tout à l'heure en introduction, laissons le temps au temps, voyons un peu comment cela évolue, sachant aussi que la communauté internationale, y compris la Ligue arabe, a déjà réagi. Certes, il y aura peut-être des réactions beaucoup plus profondes et beaucoup plus structurées et cadrées, mais une chose est sûre, je pense que le monde se mettra vent debout contre cette déclaration, encore une fois, irresponsable mais surtout dangereuse, qui appelle à l'instabilité définitivement dans la région.
Très bien, Manuel Pouchelet. Les États-Unis risquent-ils des sanctions ou des poursuites pour complicité au principe du droit international si un tel plan était mis à exécution aujourd'hui? Non, j'en doute. On est dans le même cas de figure que de la guerre du Vietnam. Donc en fait, il n'y aura en aucun cas, si vous voulez, des poursuites. Des poursuites contre les États-Unis, première puissance. Maintenant, ce qui pourrait peut-être limiter, on va dire, en réponse, si vous voulez, de manière beaucoup plus ferme aux États-Unis, c'est quand ils vont être confrontés au problème de Taïwan, où là, si vous voulez, leurs fidèles alliés ne vont peut-être pas les suivre. Cela me fait penser un petit peu à la configuration qu'on avait eue en Irak avec la déclaration de Dominique de Villepin, quand il avait dit « Nous sommes un vieux pays aux Américains et nous ne vous suivrons pas sur ce sujet ». Vous voyez, donc quelque part, ça divise. Les Américains risqueraient aussi de faire voler en éclats leurs alliés. Pourquoi? Parce que c'est une politique ferme, et même, je pense même qu'au sein de l'administration Trump, il n'est pas sûr qu'il soit suivi. Il s'est certes encadré de faucons, dont on voit un petit peu, comme on appelle ça aux États-Unis, qui lui seront fidèles. Mais rappelez-vous, le premier mandat de Donald Trump, même les plus fidèles, je pense à John Bolton, qui était son secrétaire d'État, s'est fait virer, excusez-moi de ce terme, mais c'est tout à fait le cas, avec une certaine forme de violence. Je pense que malheureusement, et je me répète, si vous voulez, vous avez un très beau proverbe perse qui dit « ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent et le présent t'appartient ». Nous sommes au présent, il faut que la communauté internationale réagisse, et pour plus précisément répondre à votre question, malheureusement, vous verrez que les Américains vont écarter et balayer d'un seul geste de main ces questions de droit, puisqu'ils ne reconnaissent pas le peuple palestinien. La question est là, en droit international, c'est ça qui va bloquer, en fait, tout simplement. Et puisque vous parlez de réaction, Manuel Pouchelet, comment les Nations Unies peuvent-elles réagir face à ces propos contraires aux principes du droit international? Ben vous savez, c'est compliqué en ce moment. Regardez bien ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine. On a beau saisir le Conseil de sécurité, rien n'est fait. Je commence à croire, malheureusement, je vais réemprunter une formule qui a été faite par le président français en l'adoptant à l'ONU. Je pense que l'ONU maintenant est en forme de mort cérébrale, excusez-moi, mais elle est complètement impuissante. Elle se retrouve un petit peu à peu près comme le même cas de figure qu'était la Société des Nations au moment des périodes troubles de 1933, si vous voulez. On est dans ce cas de figure. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir quand même des États-Unis prendre position et s'immiscer, on va dire, dans des affaires du Moyen-Orient où elle n'a jamais rien compris. Vous savez, ce sont des civilisations qui sont plusieurs fois millénaires. Le ton, excusez-moi, est à la pondération. Et le temps est à l'épreuve. Vous savez, discuter, négocier au Moyen-Orient, c'est le temps. Donc forcément, les Américains considèrent qu'ils n'ont pas de temps, puisque regardez depuis la présidence de M. Trump en 15 jours, regardez les décrets qui ont été signés, regardez les actions qui ont été faites. Il l'avait dit, n'oublions pas son slogan électoral, « We will fix it ». Nous allons le régler. Maintenant, la méthode n'est pas forcément la bonne, et la méthode est condamnable en tout cas. Très bien, Badis Khanissa, nous avons vu les réactions aussi du président palestinien Mahmoud Abbas ainsi que de dirigeants palestiniens qui ont exprimé leur ferme rejet des appels à s'emparer de la bande de Gaza et à déplacer les Palestiniens hors de leur patrie. Badis Khanissa, peut-on, ou plutôt l'appel de contrôler Gaza par une puissance étrangère, remet-il en cause la souveraineté palestinienne ? Puisque la souveraineté remet en cause la crédibilité, la légitimité de cette quête dogmatique, de cette cause juste notamment, qui est celle justement de recouvrer son indépendance et surtout aller vers une résolution onusienne qui est la solution aux deux États. Donc il y a fondamentalement un problème majeur qui est celle justement de cette prise de position, notamment des États-Unis. Mais il y a aussi, si vous permettez, Donald Trump, si vous voulez, dans cette démarche, encore une fois incompréhensible, il est en train de tester la tolérance ou le seuil de tolérance, notamment d'acceptation ou pas du monde arabe, puisque c'est le monde arabe qui est visé finalement. Puisque le Conseil de sécurité, je rappelle, est resté impassible, est resté aphone, notamment ne serait-ce que les dernières déclarations vis-à-vis du Canada, vis-à-vis du Groenland, avec ce projet expansionniste des États-Unis, dans lesquels aucune des institutions n'a daigné justement lui donner le là. Donc je pense que c'est une période de test, une épreuve, notamment pour le monde arabe, pour justement pouvoir se mettre un peu en contrepoids par rapport à cette position et surtout exprimer au-delà du rejet, c'est-à-dire faire front commun, faire position commune notamment à travers cette décision. Puisque je rappelle encore une fois, cela a mis à mal notamment le projet de normalisation de l'Arabie Saoudite. Rappelez-vous aussi que Donald Trump, au lendemain de son élection, a gelé
toutes les aides américaines à l'étranger, sauf deux, à savoir celle de l'aide militaire, notamment d'antisémitisme, et la deuxième, celle de l'Égypte. Donc il essaye d'avoir des leviers de pression, notamment sur certains pays, comme l'Égypte, comme pays pivot, notamment dans l'équation du Moyen-Orient, pour essayer de faire bouger les lignes, mais surtout aussi faire bouger les lignes en son avantage pour défendre les intérêts d'antisionistes. Donc la Ligue arabe, le monde arabe, est face à un défi majeur. Il doit assumer ses responsabilités et je pense que c'est le seul levier qui pourrait et qui permettrait effectivement de au moins nuancer, mais surtout aussi enterrer cette idée loufoque. Très bien. Rapidement, Badis Renissa, dernière question, et je la poserai également à Manuel Pouchelet. Le monde doit-il réellement s'inquiéter aujourd'hui après les propos de Donald Trump? Non, mais encore une fois, je prends une analogie avec d'autres déclarations, notamment sur le Groenland, sur le Canada, sur la Colombie. Vous voyez que c'est un président qui est dans le show et qui essaye rapidement d'utiliser ces 4 années. Il est dans une démarche aussi de revanchard, puisqu'ils se sont volés les dernières élections. Il essaye aussi peut-être, pourquoi pas, d'imposer son empreinte, puisqu'il sait que c'est son dernier mandat. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est très imprévisible, mais surtout qui pourrait mener le Mans, je dirais, à sa perte, comme peut-être aussi peut-être vers le côté positif, puisque, encore une fois, en faisant bouger les lignes, il permettra, pourquoi pas, d'instaurer un dialogue et un débat. On a pu le voir notamment dans l'équation de l'Ukraine. Très bien. Manuel Pouchelet, qu'en pensez-vous? Doit-on s'inquiéter réellement aujourd'hui après ces propos? Oui, il faut s'inquiéter puisque Donald Trump confirme le proverbe de la diplomatie, c'est-à-dire dire des choses horribles avec le sourire. Maintenant, le tout est de savoir s'il sera suivi par ses plus fidèles alliés au sein de l'administration américaine. Et là, j'ai quand même quelques doutes sur certaines personnes. Très bien. Et puis ensuite, on verra rapidement la réponse régionale qui s'est déjà, on va dire, organisée. Et à mon avis, cela risquerait d'être violent. Je rappelle qu'il y a encore des otages à libérer. Très bien, messieurs, je vous remercie. Merci d'avoir été avec nous en direct. Je remercie donc Badis Renissa. Vous êtes expert en questions géopolitiques. Et je remercierai également Manuel Pouchelet, qui est expert en questions internationales et militaires. Merci à vous. C'est ainsi qu'on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.